accès au financement, soutien politique et level playing field. Bionor, spécialisé notamment dans le négoce des dattes, pâtisserie orientale, du chocolat bio et de l'huile d'olive. Vous avez une vision export. Oui, Pasteur-ci, effectivement. Vous avez une vision export et import, hein, dans les deux sens, des flux dans les deux sens. Comment c'est quoi vos enjeux problématiques? Alors, moi je trouve que, j'ai une vision qui est peut-être assez un peu bizarre, parce que je trouve que sur le plan micro, l'aide qu'on a par l'Europe, l'aide qu'on a par les institutions est finalement pas si mal. Nous, on s'installe par exemple à Dubaï au mois de janvier. On a pu compter sérieusement, de manière assez professionnelle, et d'ailleurs assez inattendue, mais sur les services de l'ambassade, qui nous ont indiqué les bonnes personnes à rencontrer. On a gagné beaucoup de temps. C'était plutôt pas mal et ça me paraît plutôt pas mal engagé. En revanche, sur la dimension macro de ce qu'on peut faire, je trouve que pour le coup, alors peut-être que c'est moi qui ne suis pas connaisseur, je trouve qu'il n'y a rien qui est fait. Quand on est une petite entreprise, effectivement, pour nous, pas si mal. Maintenant, pour ce qui est de l'appréhension et de la compréhension des mécaniques globales, là, il n'y a plus rien. Alors, c'est vrai que, de manière un peu égoïste, ça ne nous intéresse pas forcément, mais je trouve que l'Europe, par exemple, est un peu passée à côté de ce qui s'est passé avec les révolutions un peu arabes. On est un peu passé à côté. Et je parle en termes de business, hein, parce qu'on avait des projets qui étaient enclenchés sur... on avait des trucs qui étaient un peu passés, qui étaient axés sur des projets, qui étaient axés sur des aides un peu très très ponctuelles. On n'avait pas la global picture, on n'avait pas la vision globale, quoi. Et ça a fait que toute la compréhension micro a été un peu biaisée par ça et qu'on est passé un peu à côté. Sinon, nous, nos enjeux, c'est tout simplement de savoir comment on peut s'installer, comment on peut grandir, comment on peut faire du business à partir de pas grand-chose, en valorisant l'excellence française. Par exemple, on est, nous, là, en ce moment, un des derniers vendeurs de bœuf charolais français bio au Moyen-Orient. Et notre problématique, nous, c'est de savoir comment on fait pour vendre dans des pays la viande française qui est juste 4 fois plus chère que celle de nos concurrents d'Amérique du Sud et d'Asie ou d'Australie. Surtout d'ailleurs, les plus agressifs en ce moment au Moyen-Orient sont les Australiens, contre toute attente. En tout cas, dans le segment de qualité dans lequel on est. Donc voilà quels sont nos enjeux. Bien, pour ce qui concerne les petites et entreprises, je partage ce qu'a dit notre ami. Dans certains pays, il y a des ambassades, soit l'ambassade de l'Union européenne, soit les ambassades européennes, qui aident bien les entreprises, surtout les petites. Je partage aussi l'analyse sur la situation en Afrique du Nord. Et je pense qu'il faut le dire, qu'il y a eu quelques fautes du côté européen. Mais là, l'Europe n'avait pas bien compris ce qui s'est passé. Et donc, si on ne comprend pas la situation politique et en quelle direction bouge la révolution, on risque de faire des fautes. Je dois dire que nous avons essayé d'avoir des résultats, et nous l'avons eu en Tunisie, où j'ai eu la possibilité de nommer 15 entrepreneurs européens, conseillers particuliers du Premier ministre. Il y a un groupe de travail, il y a eu le changement du Premier ministre, et les 15 sont toujours conseillers du gouvernement de la Tunisie pour le développement de la politique industrielle. La même chose au Maroc, où la situation est plus calme. Les Algériens nous ont demandé d'organiser une mission pour la croissance là-bas. L'Égypte. J'ai organisé une mission d'une centaine d'entreprises du secteur touristique avec Mme Ashton, donc pas seulement sous les parapluies de la Commission, mais sous les parapluies plus grands de l'Union européenne. Tout le monde était convaincu que le gouvernement aurait été
souhaiter un gouvernement capable de prolonger son travail. Nous avons signé des accords au niveau touristique, et pour nous c'est très important de développer la coopération touristique, parce qu'il y a des croisières dans la Méditerranée, et essayer de les envoyer en Égypte et après faire des tours dans le sud de l'Europe, après une bonne opération économique. Nous avons essayé, et je suis encore en train de travailler avec le pays de l'Afrique du Nord, que j'aime bien, et j'essaie toujours de faire regarder l'Europe, pas seulement à l'Est, mais aussi à l'Afrique, à l'Amérique latine. C'est une région que nous avons oubliée pour plusieurs années. L'Amérique latine est très intéressante pour nous tous. Et les Chinois sont arrivés là-bas. Les Chinois sont en Afrique. Donc, les Chinois sont dans l'Indochine, sont là-bas partout. Eux demandent, les Vietnamiens, les Birmans, demandent plus d'Europe. Les Africains aussi. Mais ils disent toujours, c'est l'Europe qui nous oblige à travailler avec les Chinois. Parce que vous oubliez l'Afrique. Quand je suis allé au Congo, à représenter la Commission européenne au sommet de la francophonie, bien sûr, j'ai vu un pays où il y a des problèmes. Et aussi un pays très intéressant, il faut y risquer. Donc il faut avoir une bonne politique étrangère. Et la politique industrielle, la politique économique, c'est un morceau de la politique industrielle, de la politique étrangère. Alors à côté de vous, Boris Saragaglia, partout, vous êtes dans l'e-commerce. Vous imaginez que là, la question de territoire est moins forte, sauf après en distribution. Mais comment vous abordez la question du développement international? Alors, Spartou, donc ça fait à peu près pas loin de 130 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. On est présent dans une vingtaine de pays. On a démarré à l'international en 2009 et ça fait à peu près plus de 50% de notre business maintenant. On a eu plusieurs problématiques parce qu'on pense toujours que l'Internet c'est facile, mais le business c'est quand même une problématique d'offre, qui a une problématique d'adapter son offre. En Europe, on a la chance, mais c'est aussi une difficulté dans les affaires, c'est qu'on a des cultures assez différentes. Un pouvoir d'achat aussi assez différent, quoi qu'on en dise qu'entre les pays de l'Est et entre les pays de l'Ouest, en Europe, on a des grosses variations de pouvoir d'achat, donc une grosse problématique de pricing, donc ça c'est assez compliqué. Et après, sur l'international, on a les grosses problématiques qu'on observe. La première, c'est qu'on a une grosse... Donc moi, je vois l'export déjà au niveau européen, parce que je trouve que c'est déjà beaucoup de polo, c'est un gros bassin de population. Et avant d'aller chasser sur des terres brésiliennes et des terres chinoises, je pense qu'on a beaucoup, et je pense qu'on aura une Europe si déjà on arrive à avoir des entrepreneurs qui développent le business au sein de l'Europe, parce que c'est quand même un gros bassin de population. Donc les grosses problématiques, c'est que chaque pays a des horizons et des contraintes budgétaires. Donc on voit ces derniers temps beaucoup de variations, par exemple sur les taux de TVA. Donc ça c'est un élément assez difficile, c'est que chaque pays finalement fait varier sa TVA tous les 3 ans, et fait varier 2 ou 3 points. Donc on peut se retrouver avec des écarts 4 points entre différents pays. Et ça sur les problématiques de marge, c'est un effort très fort. Il y a aussi quand on est sur Internet, certains grands groupes mondiaux jouent aussi des différents accords fiscaux. Donc on a des pays qui se situent au sein de l'Europe, comme le Luxembourg, qui ont des TVA très variées et très basses par rapport à celles qu'on peut observer sur d'autres pays. Et du coup, il y a des gros déficits et des gros avantages compétitifs qu'on perd. Et ça, c'est très difficile. C'est le premier point. Deuxième point, c'est le recrutement. On a énormément de mal à faire venir. Donc nous, on a 20 nationalités qui sont au bureau, on a énormément de mal à recruter des gens dans différents pays européens. Aujourd'hui, il n'y a aucune synchronisation entre les ANPE, en tout cas les pôles emploi qu'a la France et les pôles emploi des différents pays européens. Aucune homogénéisation qui permettrait de faciliter en tout cas les recherches de bons profils et faciliter la mobilité entre les différents pays européens. Et le dernier point, c'est le financement. Je pense que tout à l'heure, Nicolas l'a bien dit, je pense qu'il y a une grosse problématique aujourd'hui, c'est que je pense qu'on ne fait pas de grandes choses si on n'est pas bien capitalisé. On a parlé tout à l'heure, moi aussi j'ai
j'ai pris le parti de lever beaucoup de capitaux ces dernières années, de partager le capital, mais avec une seule ambition, c'est de faire grandir le navire. Et je pense que si on veut vouloir faire grandir le navire, il faut aller conquérir les parts de marché ailleurs, et ça a un prix. Alors c'est un prix à court terme, mais pour être plus profitable à long terme, c'est ça l'idée, et aussi permettre de recruter des personnes nouvelles, recruter, développer. Et je pense que si on manque aujourd'hui d'entreprises taille moyenne, c'est qu'on ne facilite pas les entreprises à travers de nouveaux capitaux ou à travers l'accès à des capitaux pour aller vers l'export. Et quand je parle d'export, je ne parle pas forcément de la Chine. Je parle de la Pologne, de l'Allemagne, d'Italie, d'Espagne, qui sont des pays avec des gros bassins de population où il y a des marchés à conquérir, même si les niveaux de compétition sont plus ou moins importants. Donc voilà en gros les principales difficultés qu'on a eu à soulever ces derniers temps. Alors, il nous reste 5 minutes avant d'accueillir Eric Orsena. Est-ce que dans ce temps contraint, vous avez une question à poser au commissaire européen? Je voulais vous poser une question, je veux dire, au-delà de la problématique du financement dont on a parlé, il y aurait peut-être certaines choses à faire par rapport à des aspects pratico-pratiques, à savoir que généraliser par exemple l'utilisation de la langue anglaise dans tous les États membres, et notamment, je veux dire, en France, quand on veut exporter, on a besoin de justifier, je veux dire, l'existence d'une société. Ça paraît bête, mais plutôt qu'à chaque fois de faire appel à des interprètes, je veux dire, assermentés, qui coûtent de l'argent, qui font perdre du temps, pourquoi ne pas avoir directement des formulaires administratifs en langue anglaise? Pourquoi les ambassades ne seraient pas des points de relais vraiment opérationnels pour les PME commerciales? Quand on regarde aussi au niveau de ce qui se passe dans l'Europe, on a entre les directives européennes, les règlements, on a dans les directives des pays qui les appliquent à différentes échéances, ça pose un gros problème dans la circulation des marchandises, surtout quand on est dans des secteurs innovants, parce qu'on a des interprétations de la loi qui sont complexes et qui nécessitent du coup des dépenses juridiques énormes pour les PME. Et puis, la problématique aussi, c'est que dans d'autres États, dans d'autres États membres, quand on prend des règlements qui s'appliquent de fait sans transposition, le niveau de maturation des marchés est différent, donc du coup ça pose un problème de concurrence. Ok. Boris? Moi, les deux sujets, moi c'est les sujets de financement. Moi c'est un vrai sujet, c'est comment l'Europe peut contribuer à inciter les entreprises à exporter. Moi je pense que c'est un élément structurant. Et le deuxième point, c'est comment on homogénise un petit peu toutes les problématiques fiscales. J'ai parlé de la TVA, mais aussi les problèmes liés au droit du travail, qui sont assez compliqués. C'est homogénéiser au moins ces sujets-là pour qu'on ne soit pas dépendant des politiques de chaque pays. Ouais, alors moi je suis tout à fait d'accord, bien entendu, avec mes collègues. Je voulais juste, si c'était possible, avoir des idées sur comment on obtient les informations. Parce qu'on a besoin de capital, on a besoin de beaucoup de choses, on a besoin d'harmonisation, de facilitation dans tous les sens. Moi, sur le terrain, j'ai besoin d'obtenir la bonne information. Quand je veux m'implanter à Singapour, quand je veux m'implanter en Arabie Saoudite, j'ai besoin de savoir comment je peux identifier et déterminer quelles sont les personnes avec qui je peux faire un vrai business efficace et solide. Alors, monsieur le commissaire, vous avez 1 minute 10 pour répondre à ces questions. Et sinon, on fera ça. La dernière, la plus facile. Donc, il y a 22 secondes. le website de la Commission européenne où il y a une page dédiée seulement des informations sur le financement. Et il y a dans chaque pays un réseau qui s'appelle European Enterprise Network qui donne des informations. Il y a dans chaque pays une ou deux ambassades de l'Union européenne, bureau de représentation. En France, il y a Paris, Marseille, où les fonctionnaires de la Commission sont prêts à vous donner toutes les informations. Bien sûr, comme ma direction générale est obligée à le faire. Après, il y a dans chaque ambassade de l'Union, bureau de représentation à l'étranger de la Commission de l'Union européenne, il y a un bureau dédié aux petites et moyennes entreprises. L'accès au financement, c'est le problème des problèmes, et il faut travailler beaucoup plus. Nous sommes en train d'essayer d'informer, parce qu'il y a aussi un problème d'information.
essayer de renforcer tout ce que... Il faut dire que grâce à la Commission européenne, à travers le CIP, on a financé à peu près 240 000 entreprises, petites et moyennes entreprises européennes, mais il faut aller de l'avant. Il y a aussi le très intéressant le programme Erasmus pour jeunes entrepreneurs. La langue anglaise, moi je ne suis pas un grand supporter de la langue unique. C'est vrai qu'il est utile d'utiliser la langue anglaise pour certaines choses, mais il faut faire attention, parce qu'à niveau juridique, dans la langue anglaise, il n'existe pas des mots qui sont utilisés à niveau juridique par tous ceux qui utilisent pas les common law dans les civil law. Donc France, Italie, Espagne, Allemagne ne peuvent pas utiliser en anglais les mêmes mots parce qu'ils n'existent pas dans la langue anglaise. Voilà pourquoi la Cour de justice, on utilise la langue française. Pour un Italien, c'est beaucoup mieux travailler au niveau juridique en français pour défendre les droits qu'en langue anglaise. Pour certaines choses, il faut utiliser la langue anglaise, mais il ne faut pas généraliser. Par exemple, moi je suis responsable des règlements REACH. Les règlements, c'est beaucoup mieux que la directive, vous avez raison, parce qu'il y a des applications, mais sont les paiements. Pour nous aussi, il aurait été mieux avoir seulement des règlements, pas des directives. Il y a toujours des problèmes. Je dois rester toujours en garde, parler avec les États membres. Mais c'est comme ça, c'est une décision qui ne concerne pas la Commission européenne. Pour ce qui concerne la langue, exemple REACH. REACH, c'est le règlement, c'est le système lié à la chimie. Bien, au début, tout était fait en langue anglaise. Un désastre pour les petites et moyennes entreprises. La première chose que j'ai dû faire comme nouveau commissaire, donner la traduction dans toutes les langues européennes. Parce qu'il était impossible de travailler pour une petite et moyenne entreprise en anglais, chimie, technique. Ça coûtait beaucoup plus travailler d'une façon différente. Parce qu'avoir un interprète de langue anglaise et chimie, ça coûte cher. Voilà pourquoi, pour certaines choses, il faut les faire, mais pas pour tout. Sur ce sujet-là, il va falloir discuter un moment. Je vous laisse le faire en aparté avec le commissaire. C'est très intéressant et culturel. Exactement. Merci à tous les quatre. Avant d'accueillir cette oreille au Sénat, on a une question qu'on souhaitait vous poser pour avoir vos réponses en tablette. La thématique principale de cette journée, c'est l'emploi. Donc, est-ce que vous êtes en mesure de répondre à ces questions? Comptez-vous embaucher dans les 12 prochains mois? Oui, non. Établissement entrepreneur, réseau qui répondent non. Les autres, oui ou non. Je vous laisse une vingtaine de secondes pour, à travers les applications, répondre à la question. Et on va découvrir, le temps que chacun ait pu répondre, le résultat de ce test grandeur réelle dans ce panel d'entrepreneurs que vous composez. Voilà donc le résultat. Bon, une grosse proportion à 69% oui. Donc on a là, c'était à plus de 86% ce matin sur le volet international. Vous allez exporter. Là sur l'emploi, donc on a effectivement une sociologie d'entrepreneurs très ambitieux et en plein développement. Merci à vous, merci à tous les quatre.